Bienvenue dans l'épisode 2 du podcast Sous la couverture lestée, un podcast documentaire. Je m'appelle Clémence et je suis en compagnie de Laëlle. Alors que je suis une femme cis, Laëlle est un homme trans qui commence sa prise de testostérone. Sous la couverture lestée est une série documentaire qui va suivre mois par mois la transition de Laëlle. Ce sera l'occasion pour lui de nous parler des changements que les hormones ont sur lui, sur son corps, de nous parler de transidentité, de parcours, d'expérience. Pourquoi Sous la couverture lestée ? Parce que ce podcast, c'est une pause dans le temps. Un moment tout doux, comme un cocon ou une cabane. Un moment que prend Laëlle pour nous partager son vécu. Salut Laëlle. Salut Clémence. Aujourd'hui, pour ce deuxième épisode, on s'est dit que ce serait une bonne idée de parler de pourquoi prendre de la testostérone, comment il est possible de marquer son genre pour une personne trans, et pourquoi il est vital parfois pour une personne trans de marquer son genre. Sous la couverture lestée est une série documentaire. Chaque épisode aborde un sujet différent, mais certains éléments de notre conversation d'aujourd'hui auront pu être plus développés dans l'épisode 1, et donc pour comprendre la totalité de notre échange, je vous conseille fortement de commencer par l'épisode 1. De plus, je préfère vous prévenir que l'épisode va parler notamment de transphobie. Si jamais ces sujets peuvent vous mettre mal, référez-vous à la description du podcast, dans laquelle vous trouverez les timecodes qui vous permettront d'écouter le podcast en évitant les passages sensibles. Tu as eu ta deuxième prise de testostérone il y a 9 jours maintenant, donc ça fait 36 jours que tu as eu ta première prise. Lors du premier épisode, tu nous parlais de tes attentes par rapport à la prise de testostérone, les premiers changements qui pouvaient arriver, et aussi ton impatience face à ces changements. Est-ce que tu peux nous faire maintenant un petit journal de testostérone en nous parlant des changements qui sont donc arrivés entre la première et la deuxième prise de testostérone, et même depuis la deuxième prise ? J'ai vu des effets arriver sur mon corps depuis la deuxième injection, mais aussi à la fin de ma première injection, notamment sur ma pilosité. Donc j'ai vu que mes poils de jambes devenaient plus foncés, peut-être un petit peu plus longs, je suis pas sûre. Mes poils au niveau du ventre et de mon torse aussi commencent à se développer ou juste à se distinguer, on pourrait dire, parce qu'il faut vraiment y aller à la loupe. Mais je vois que j'ai plus de poils sur la ligne du nombril. Et autrement aussi, le gros point positif, c'est que je commence à avoir une pilosité au niveau du visage, je commence à avoir un petit duvet. Donc au niveau de la moustache où c'est tout blond. Et aussi sur mes pattes et mon menton, je commence à avoir des mini poils poussés. Certains sont plus longs que d'autres, certains sont plus foncés que d'autres, mais ça commence à arriver. Autrement, j'ai pu m'apercevoir que mon appétit avait aussi grandi. Je me sers des plus grosses assiettées de pâtes et tous les soirs, je mange un peu plus. Et le midi aussi, et je sens que j'ai besoin de ça. Comme la dernière fois, je vois bien que ma musculature commence à se développer, que j'ai plus de muscles au niveau des bras et même du ventre. Sinon, j'ai aussi l'impression que ma voix commence à changer, peut-être à commencer à muer. J'ai l'impression qu'elle est descendue un petit peu. Et sinon, quand je chante, je ne peux plus aller dans les aigus. Un gros effet qui commence à arriver et je m'aperçois vraiment que ma voix n'est plus du tout puissante comme avant et que la tessiture est moins étendue. Par ailleurs, si la première injection ne m'avait pas fait trop mal ou juste pendant 24 heures ça m'avait tiré un petit peu la fesse, cette dernière injection, je l'ai beaucoup plus sentie passer. J'ai mis 1 semaine à m'en remettre et j'ai eu 3 jours d'arrêt de travail. Quand la piqûre a été faite, j'ai eu mal comme la première fois, ça m'a brûlé un petit peu les chairs et ça m'a picoté au moment du passage de l'aiguille. Et après ça m'a brûlé un peu toute la soirée, mais c'était pas excessif, c'était comme la dernière fois. Le lendemain, tout était redevenu à la normale, donc je me suis dit c'est super, je supporte super bien les injections, etc. Et à partir du lundi midi, j'ai eu une très grosse douleur dans la fesse. J'ai commencé à boiter. Et le lendemain, je ne pouvais plus trop m'asseoir, plus trop marcher. Je pouvais plus poser ma fesse pour m'allonger, etc. Du coup, j'ai été pas mal bloquée à ce niveau-là. Et du coup, ça m'a mis 1 semaine pour m'en remettre. Mais aujourd'hui, tout va mieux. Si vous vous souvenez bien de l'épisode 1 du podcast, Laëlle nous expliquait qu'au moment du choix de son prénom, il n'était pas encore certain de prendre des hormones ou non. Maintenant, il commence une transition hormonale, donc il prend des hormones tous les 28 jours. Est-ce que Laëlle, tu peux nous expliquer pourquoi tu en es arrivée à prendre des hormones ? Qu'est-ce qui a changé dans ta vie, dans ton état d'esprit, pour t'amener à faire cette transition hormonale ? C'est sûr que quand j'ai fait mon coming out, la première chose que j'ai dit à mes parents, c'est que je n'allais pas prendre d'hormones, j'en avais pas envie et que dans mon corps ça allait assez bien.
Au fur et à mesure, ma pensée a évolué et ma dysphorie aussi a beaucoup augmenté. Et très vite, au bout de 6 mois après mon coming out, je me suis dit que peut-être prendre de la testostérone pouvait m'aider à aller mieux, à me sentir mieux et à être plus en accord avec moi-même. Et en fait, très peu de temps après, j'ai emménagé avec des amis dans une coloc. Du coup, on était une coloc queer et c'était extraordinaire. Et en fait, dans cette coloc, comme je me sentais bien, que j'étais entourée et que j'étais aussi avec des personnes trans, en fait, c'était comme si c'était une micro-société qui était ultra safe et j'ai pas eu le besoin vital de prendre des hormones à tout prix à ce moment-là parce qu'il n'y avait pas de jugement, on se sentait bien et on pouvait être comme on voulait, porter des habits de filles si on en avait envie ou ce qu'il y avait dans nos placards, laisser pousser nos cheveux et il n'y avait aucun jugement par derrière et du coup c'était extraordinaire parce que juste on se sentait bien et on était à l'aise et on était en confiance et on savait qu'on n'allait pas se faire mégenrer et que toujours aux yeux de ces personnes-là on serait qui on est et pas la peine d'avoir des artifices ou de performer le genre. Ensuite ma dysphorie a encore augmenté et je sentais bien que pour ma santé mentale c'était un besoin absolu de prendre des hormones. Pour le bien-être de ma santé mentale, j'ai décidé de commencer le parcours pour prendre des hormones par la suite. Et ce besoin de prendre des hormones, il a aussi augmenté avec le fait que j'ai décidé de changer de ville, de venir à Lyon, de rencontrer des nouvelles personnes, de commencer aussi un nouveau travail. Ce besoin de prendre des hormones, c'était aussi lié au fait de ne plus en pouvoir d'être mégenrée tous les jours. Et comme je commençais aussi un service civique qui n'est pas vraiment un travail ordinaire, c'était rassurant aussi pour moi de me dire que j'allais commencer ma transition dans ce cadre-là parce que on sait que c'est difficile de transitionner dans le milieu du travail, que c'est pas une démarche qui est facile à faire et on peut très facilement être confronté à de la transphobie. C'était un peu toutes les planètes qui s'alignaient pour me dire que c'était le moment idéal pour moi de prendre la testostérone, déjà pour privilégier ma santé mentale et aussi parce que c'était un cadre qui s'y prêtait bien et je recommençais vraiment à zéro, du coup c'était plus facile pour moi de mettre en place tout ça à ce moment-là. Il y a eu une période dans ma vie où, avant de commencer les hormones justement, j'ai essayé de performer le genre d'une autre manière, donc par mes vêtements et par ma coupe de cheveux. En fait, il y a l'idée de, après ton coming out, moi j'ai eu besoin de me sentir légitime de ce coming out et en fait, je disais que j'étais un mec trans et du coup, c'est comme si j'avais l'obligation de ressembler à ce que j'avais dit être. À ce moment-là, pour moi, porter des vêtements uniquement noirs, porter des casquettes, porter des vêtements très larges pour dissimuler mon corps, c'était la seule manière de me sentir un petit peu légitime et de marquer mon genre, de le présenter au monde. C'est comme si j'avais pas d'autre choix que déjà de disparaître parce que je portais que du noir, parce que je savais pas qui j'étais et juste je savais pas comment non plus me montrer. J'avais pas forcément un style vestimentaire particulier ni un style vestimentaire de garçon entre guillemets. C'est juste je m'habillais en noir et je portais des casquettes et je portais des vêtements très amples. Pour moi, les couleurs, c'était vraiment associé à la féminité et je pouvais plus en porter. Et en fait, porter du noir, ça a été une rupture avec mon ancienne vie, mon ancien genre. Quand j'observais les garçons dans la rue, j'avais juste l'impression qu'ils portaient tout le temps du noir. En fait, c'était le seul caractère qui montrait que peut-être j'étais un garçon, c'est juste ne porter que du noir. Quand je marchais dans la rue, je marchais avec une démarche très affirmée qui balance beaucoup les bras avec des grandes enjambées. Et en fait, je me suis aperçue que peut-être je pouvais faire peur aux gens dans la rue, la nuit notamment. Et j'avais pas du tout envie de ça, j'avais pas envie de paraître homme. Même si j'avais le besoin et l'obligation, entre guillemets, de paraître homme, en fait, ma petite voix intérieure qui n'a jamais été un homme s'est dit « Ah non mais c'est pas possible, de peut-être je fais peur dans la rue ». Du coup j'ai décidé de changer un peu ma garde-robe, de essayer de remettre un petit peu de couleur. Bon, la couleur c'est vraiment du beige et du kaki, mais quand même, et aussi de porter des vêtements moins amples. Et j'ai aussi décidé de ne plus porter de casquettes, parce que les casquettes, j'ai vraiment compris que même si ça me donnait une euphorie de genre incroyable et que ça dissimulait mon visage, et donc le fait que j'étais une personne affable, donc personne assignée femme à la naissance, et bien en fait, j'ai décidé d'arrêter d'en porter parce que en fait, je voulais que les gens voient mes yeux. En plus, pendant la période Covid, j'avais vraiment le masque plus la casquette. Du coup, on ne voyait plus rien de moi et en fait, je suis pas cette personne et je voulais pas non plus me dissimuler parce que juste j'existe et j'ai pas envie de me cacher, j'ai pas envie de faire peur. Et du coup, j'ai décidé de changer tout ça.
Donc avant, tu portais des vêtements noirs, très amples, des vêtements de ton père par exemple, pour performer le genre masculin. Maintenant, tu as décidé de prendre des hormones, tout en gardant quand même un style vestimentaire relativement sombre. Qu'est-ce que ça te fait du coup d'être perçu comme un homme ? Est-ce qu'il y a des événements en quelque sorte marquants qui t'ont fait dire « Ok, là c'est bon, j'ai un passing de mec » par exemple ? Je me rappelle que la première fois où j'ai vu que peut-être je pouvais avoir un passing de mec, c'était l'été 2020, je crois, donc environ 6 mois après mon coming out à ma famille. Je marchais dans la rue et il y avait des enfants dans un balcon qui demandaient « Mais c'est une fille ou un garçon ?» Et donc là, c'était la première fois, du coup, j'étais très contente. Et cette même journée incroyable, je crois que j'étais vraiment en mode tout noir avec ma casquette et mon sac à dos. Je suis allée à la gare et il y a une femme qui vient me voir et qui me dit « Ah bah vous avez choisi la bonne position, monsieur ou madame. Oh, vous savez, aujourd'hui, on sait plus vraiment qui est qui. » C'était un peu maladroit, mais en même temps, c'était tellement mignon. Juste le fait que les gens ne savent pas de quel genre tu es, c'est incroyable. Je pense que c'est encore mieux qu'on t'appelle monsieur, c'est vraiment, tu es dissimulé dans les genres, c'est oufissime comme sensation. Sinon, il y a d'autres fois où j'ai senti vraiment de l'euphorie de genre, c'est normal quand tu vas aux caisses et qu'on dit au revoir monsieur ou bonne journée monsieur. Une dernière anecdote, j'ai revu mes oncles et mes cousins cet été et je les avais pas vus depuis mon coming out. Et dans un moment de confusion un peu où on ne savait pas comment me dire bonjour, j'ai quelques cousins et quelques oncles qui sont venus me serrer la main. Et en fait, quand il y en avait un qui serrait la main, celui derrière, il se dit « Ah oui, c'est vrai, t'es un garçon. Bon, on te serre la main. » Et du coup, il y en a 3 ou 4 qui m'ont serré la main. C'était vraiment « Ah c'est bon, tu es un homme, on te serre la main. » Comme les chevaliers, c'était le rite de passage. Serrer la main à un repas de famille, c'était incroyable. Mais du coup, c'était quand même un moment de confusion parce que moi, on m'avait jamais serré la main. Du coup, moi, je suis en mode, alors, je tends la joue, je tends la main, et eux aussi, du coup, c'était assez drôle comme situation. Et au contraire, il y a des moments où je me sens pas du tout à l'aise et je me sens pas du tout légitime à être un mec. Par exemple, là, il y a les repas de famille de fin d'année qui vont arriver, et j'ai pas revu une de mes familles depuis 2 ans parce qu'il y avait le Covid. La dernière fois qu'ils m'ont vue, je portais un autre prénom et j'avais les cheveux longs. Et je sais qu'elles attendent de voir à quoi je ressemble aujourd'hui. Et du coup, c'est très stressant pour moi de me préparer à ce repas de famille où on attend beaucoup de moi, où on va me juger, voir si j'ai un bon passing ou pas. Et comme elles ne m'ont pas revue depuis que je porte ce prénom-là, j'ai aussi très peur qu'elles sortent mon dead name. J'ai peur qu'elles ne respectent pas forcément la personne que je suis, parce que ça fait 2 ans que je les ai pas vues et se préparer à ces fêtes de fin d'année, ça met une pression énorme par rapport à mon genre. Du coup, c'est très stressant. Je me suis même acheté un binder. Ça fait 1 mois que je réfléchis à la tenue que je peux porter, dans laquelle j'ai l'impression que je ressemble plus à un mec. Et c'est hyper difficile de se préparer autant pour un repas de famille. C'est déjà stressant de base, mais quand tu dois te légitimer et légitimer ton genre, c'est insupportable. Mais j'ai quand même très hâte de les voir. Tu parles de légitimer ton genre, de marquer ton genre. Comment tu perçois la binarité en tant que personne trans ? Certaines personnes peuvent penser qu'une personne trans ne peut pas être binaire, qu'un homme trans ne peut pas être une personne masculine, parce que justement, une personne trans est entre guillemets censée détruire le genre, aller au-delà, être politisée. Toi, quelle est ta position par rapport à ça ? À la fois, tu ressens le besoin de marquer ton genre et de le faire sentir au reste de la société que tu es un mec, et en même temps, tu le disais dans les premiers épisodes que t'avais pas forcément envie de ressembler à un mec cis par exemple. Quel est ton point de vue par rapport à ça ? Comment toi tu te sens par rapport à la binarité par exemple ? C'est sûr que je me sens pas forcément binaire et en même temps, je sais que j'ai vraiment besoin de muer, je sais que j'ai vraiment besoin que mon corps change, peut-être faire une mamec, je sais pas encore. Je sais juste que j'attends que mon corps ressemble à celui d'un mec. Mais dans tous les cas, je serai jamais un mec cis hétéro. J'en serai jamais un et je ne veux pas en être un. Tous ces changements que j'ai envie et dont j'ai besoin, en fait, c'est comme si j'étais obligée de les faire. Parce qu'en fait, en disant que je suis un mec, c'est comme si j'avais pas d'autre choix que de récupérer ces codes. Et là, je parle vraiment en mon nom et pas au nom des autres personnes trans parce que chaque personne a un parcours différent et des envies différentes. Mais pour ma part, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a une pression énorme qui est liée au genre, une pression énorme de performer le genre. Et en fait, ça se voit même dans la manière de transitionner parce qu'il y a la Sofect, donc c'est une institution qui
qui gère le parcours des personnes trans et qui nous demande à nous d'être binaires, qui nous fait passer par tout un tas d'étapes et de processus. On nous donne le droit d'être un mec pour avoir notre état civil que si on ressemble à un mec et à l'idée qu'on a d'un mec dans la société aujourd'hui. Parce qu'en fait, on demande au mec d'être viril, on demande au mec d'avoir de la pilosité, d'avoir certaines postures, certains types de vêtements. Et en fait, aujourd'hui, on n'a pas d'autre repère que cette masculinité-là. Et même si on veut s'en séparer ou même si on veut casser les codes de la binarité, en fait, pour ma part, j'y arrive pas parce que je suis trop fatiguée. Je suis trop fatiguée de lutter contre les normes et les injonctions que la société nous impose. Et en fait, moi, je veux juste une vie normale. J'ai déjà l'impression de faire un parcours du combattant tous les jours que, en fait, j'ai pas l'énergie de me dire que je vais lutter contre tous les codes de la société et contre toutes les injonctions parce que juste c'est épuisant. C'est assez épuisant d'exister, donc je vais pas en plus me rajouter cette pression politique et cette pression de casser les codes du genre. Et de toute façon, il n'y a pas un manuel de la transition ou d'être une personne trans. Chaque personne fait comme elle le sent. Et aujourd'hui, c'est mon point de vue. Peut-être demain, je serai moins fatiguée et je me dirai là, c'est bon, je peux prendre un peu moins de testostérone parce que je me sens bien dans mon corps et j'ai les pieds assez solides pour affronter tout ce que les gens disent de moi et je m'en fous d'être perçue comme un monstre, entre guillemets. Parce que c'est ça, en fait, c'est quand tu sors de tous les codes, parce que sortir du genre, c'est déjà assez compliqué. Mais alors, être dans un entre-deux pour la société, c'est vraiment être un ou une paria, quoi. Et moi, j'ai pas l'énergie aujourd'hui de faire tout ça. Et si je prends des hormones, c'est vraiment pour ma santé mentale. Et après, le regard des autres ou ce que les gens peuvent penser de moi ou de ma transition, c'est leur problème. Moi, aujourd'hui, je suis bien dans ce que je fais. Et je suis tellement contente de commencer cette prise d'hormones que les gens pourront penser ce qu'elles veulent. Il y a certaines personnes qui pensent que les personnes trans pourraient très bien vivre comme ça sans forcément prendre des hormones parce que en fait, faut justement casser ces normes et ces injonctions au genre. Mais en fait, il y a nous et il y a la société. Et en fait, c'est deux choses différentes. Et aujourd'hui, la société n'est pas prête à accepter ces déviances dans le genre. Et c'est parce qu'il y a la société et le regard des autres que je prends des hormones. C'est parce que quand je vais à la boulangerie, j'ai pas envie de me faire appeler madame que je prends des hormones. C'est parce que dans les transports en commun, j'ai pas envie qu'on me genre d'une certaine façon ou qu'on me regarde d'une certaine façon, qu'on regarde ma poitrine, que je prends des hormones. C'est parce qu'au travail, j'en ai marre qu'on me genre au féminin, qu'on se trompe et qu'on se rattrape, en fait. Moi, je veux exister et ma façon d'exister aujourd'hui, elle ne peut passer que par la prise d'hormones. Sinon, en fait, mon identité, elle passe à la trappe ou alors je serais sans cesse obligée de me justifier, de me présenter et de faire mon coming out. Mais j'en ai pas l'énergie. Merci Laëlle pour cet entretien. Merci, chère auditrice, pour votre écoute. Nous nous retrouvons le mois prochain, l'année prochaine, pour notre 3e entretien. Les épisodes sont le fruit du témoignage de Laëlle et les propos tenus, les explications sont issus de l'expérience et des connaissances personnelles et subjectives de Laëlle. Comme il n'existe pas une transition, il n'existe pas un parcours ou une transidentité. Chacun, chacune a son vécu, sa sensibilité, et nous abordons la transidentité à travers le parcours de Laëlle. D'autres personnes trans ont eu d'autres parcours, et ce podcast n'a pas vocation à effacer ces parcours, bien au contraire. En attendant le prochain épisode, passez de bonnes fêtes de fin d'année. Profitez de vos proches, lisez, écoutez, partagez, débattez. Échangez avec des personnes, écoutez leurs arguments, aiguisez votre point de vue et continuez de regarder le monde avec un œil neuf. Si vous souhaitez discuter avec des personnes trans tout en étant safe pour ces personnes, je vous recommande vivement l'épisode du podcast Camille, produit par Binge Audio, qui s'intitule « Comment être un ou une bonne alliée pour les personnes trans ». C'est un très bon outil pour vous, pour vos proches, pour comprendre la transidentité et vous permettre de discuter avec des personnes trans tout en étant safe. Sous la couverture lestée est un podcast documentaire produit et réalisé par Clémence Chantazzo. La musique a été composée par Jeanne Chauchera sous le nom d'artiste Mirage Bleu. N'hésitez pas à retrouver son travail sur YouTube. Si vous avez des remarques, des questions, si vous voulez discuter, vous pouvez me contacter à soulacouverture.podcast@gmail.com. Sous la couverture, tout attaché. Merci pour vos retours. Prenez soin de vous, prenez du temps pour vos proches, pour vous.
et on se retrouve très vite sous la couverture lestée.